À Paris, dans les années 1920, on parle toutes les langues. Les élégantes du monde entier affluent pour y faire de folles emplettes. La ville, véritable carrefour des influences, se nourrit des plus diverses inspirations. Mais s'il est un pays dont les charmes enivrent la haute société, c'est bien la Chine. Shanghai est sur toutes les lèvres. Elle fait rêver, inspire et offre un répertoire de formes nouvelles aux créateurs. Chez les frères Lacloche, les savoir-faire traditionnels chinois inspirent ainsi les créations art déco les plus ambitieuses. Une porte ouverte sur un nouveau monde. Un monde qui accompagne les femmes dans leur désir de renouveau. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Tout a commencé lors d'une visite de la boutique des frères Lacloche. La réputation de ces joailliers dépassait déjà les limites de Paris pour s'étendre à travers toute l'Europe et même au-delà de l'Atlantique. Pourtant, je n'y étais encore jamais entrée. La boutique se trouvait rue de la Paix, à 2 pas de l'Opéra, tout près de la place Vendôme. Sa façade en marbre, granit et bronze ciselé était splendide. En pénétrant à l'intérieur, je fus frappée par la finesse des boiseries et une présentation unique de perles, de joaillerie et de bijouterie, toute empreinte d'un style purement art déco. La maison Lacloche, fondée en 1875 à Paris par le célèbre joaillier international Léopold Lacloche et ses frères, ne s'est pas contentée de créer de simples bijoux. Xiaojia Wang, historienne de l'art et professeure à l'école des arts joailliers. Les Lacloche étaient des visionnaires, des alchimistes du style. Leur création ne se limitait pas à de l'ornement, elles ouvraient les portes d'autres mondes. La renommée des frères Lacloche dépassait de loin les frontières de Paris. Leurs bijoux étaient de toutes les conversations, des salons de Londres au bal de New York et au palais de Monte-Carlo. Mais ce qui les distinguait réellement, c'était l'influence orientale de leur création. Dans les années 1920, Paris avait une obsession pour la Chine. La ville était fascinée par la splendeur de Shanghai, par l'élégance de l'art chinois et la profondeur spirituelle de ses traditions. Et qui mieux que les frères Lacloche pour incarner cette fascination ? Les vendeurs étaient occupés à guider et renseigner les clients. Je flânais. Un objet singulier, posé sur une console au fond de l'établissement, attira soudain mon regard. De loin, il ressemblait à un petit hôtel, fermé par 2 portes. Façonné d'or et de jade, sa surface était aussi lisse que du marbre. Rouge d'un côté, noir de l'autre. Une ornementation épurée, un grand idéogramme, tout rappelait la Chine et l'Orient. Cet objet éveillait en moi quelque chose de très profond. Peut-être un souvenir ancien qui me ramenait aux objets que collectionnait ma grand-mère, mais pas seulement. J'y voyais la promesse d'un autre monde. Leur boutique regorgeait de trésors et de merveilles en tout genre. Imaginez, vous poussez la porte de la boutique et vous êtes accueilli par le doux éclat du jade, la brillance de la laque et les gravures minutieuses aux motifs inspirés de la Chine. Mais là était leur génie. Les frères Lacloche ne se contentaient pas d'imiter la culture chinoise, ils la réinventaient. Leur création était une fusion audacieuse et hybride entre Orient et Occident, qui incarnait l'esprit de l'époque. Ils prenaient le traditionnel et le rendaient moderne. Leurs bijoux n'étaient pas de simples parures, ils étaient une expérience. J'étais toujours dans mes rêveries. À l'époque, mon père souhaitait arranger mon mariage. Je n'y étais pas favorable. J'aspirais à une autre vie. Enfant, je lisais Jules Verne et rêvais de voyages lointains en feuilletant les atlas du monde.
un jeune vendeur s'approcha pour me prêter assistance. Cela faisait déjà plusieurs minutes que je restais là, immobile, perdu dans la contemplation de cet objet rouge et noir dont les lignes pures m'apaisaient et me rassuraient. Le jeune homme, attentif à mon silence, ouvrit simplement les portes de ce temple miniature précisément intitulé « Portes impériales ». À l'intérieur, je découvris d'autres petits compartiments et tiroirs. Ici, c'est pour le fard à paupières et la poudre. Là, c'est pour le rouge à lèvres, me précisa-t-il. Le petit hôtel était donc dévolu au rite de la beauté. Une beauté moderne. À l'époque, je m'étais coupé les cheveux courts, je fumais, et l'opinion des autres m'importait peu. Je voulais cet objet. Nous sommes dans les années 20. C'est l'ère de la femme nouvelle, libre et audacieuse, qui s'assume pleinement. Les femmes chinoises des villes cosmopolites comme Shanghai adoptèrent également cette mode et certaines figures iconiques comme l'actrice Huan Ningyu popularisèrent la coupe bob, devenue le symbole de la nouvelle femme moderne en Chine. Et au cœur de cette révolution, un objet. Petit, mais d'une élégance inégalée. Le nécessaire de beauté, aussi appelé vanity case. Ce ne sont pas de simples accessoires. Ils symbolisent la libération, le raffinement et une nouvelle forme de féminité. Les Lacloche l'ont bien compris. Leurs créations ne sont pas que de jolis coffrets. Ce sont des objets culturels imprégnés de l'esprit de l'époque. Dans une époque de grands bouleversements, les Lacloche ne se contentent pas de suivre les tendances. Ils les créent. Et ce faisant, il participe à redéfinir ce que signifie être une femme moderne au XXe siècle. J'avais reçu quelques jours auparavant l'invitation pour le bal chinois que devait donner mon amie, la princesse Murat, à l'Opéra Garnier. Le programme était marqué de caractères chinois. C'était une heureuse coïncidence. J'approchais encore d'un peu plus près de la boîte. Plus que ces tiroirs secrets, c'est cette matière qui recouvrait les portes de ce palais impérial que je brûlais de toucher. Ces reflets étaient d'une douceur infinie. J'y voyais se dessiner le contour de mon visage, en ombre estompée. Le jeune homme m'apprit qu'il s'agissait d'une laque. « Qu'est-ce » ?« Les mystères de l'Orient », me répondit-il d'un air évasif avant de se reprendre. « Nous travaillons avec des artisans qui viennent d'Indochine pour réaliser ces laques. » Le commis m'expliqua que ces artisans apposaient de très fines couches de résine qu'il fallait poncer et lustrer indéfiniment pour lui donner cette profonde brillance. Pendant la guerre, ce savoir-faire avait été utilisé pour protéger les hélices des avions contre les intempéries. On préférait maintenant faire des boîtes en laque pour le plus grand bonheur des yeux. L'art déco en tant que mouvement artistique est profondément influencé par le savoir-faire et les matériaux venus de Chine. Dans les années 20, les artistes et designers français sont envoûtés par l'art et la culture chinoise. Ils commencent à intégrer des éléments comme le jade, les pierres gravées et la laque dans leurs bijoux et objets décoratifs. Ce n'est pas qu'une mode passagère. Ils adoptent véritablement l'esthétique chinoise, offrant une vision nouvelle et sophistiquée en parfaite résonance avec les sensibilités modernes de l'époque. L'utilisation du jade, en particulier, devient la signature de nombreuses pièces art déco. Sa surface lisse et froide, ses couleurs profondes et vibrantes sont totalement inédites pour les artisans européens. De même, la laque, avec sa finition brillante et son procédé complexe de superposition, séduit les créateurs pour la fabrication d'objets de luxe. Mais ces matériaux ne sont pas uniquement de la décoration. Ils portent en eux une histoire, une tradition, reliant le monde moderne au savoir-faire ancestral chinois. « Monsieur, lui dis-je finalement, j'aimerais beaucoup acquérir cet objet. »« Hélas, madame, c'est une commande spéciale. Elle part rejoindre la collection d'un de nos clients. » Je quittais le magasin des frères Lacloche, terriblement déçu de ne pas avoir pu acheter les portes impériales. Cette frustration me toucha plus que je ne l'aurais cru. Et la nuit qui suivit fut peuplée de mandarins, de princesses chinoises et de grands prêtres qui restaient sourds à mes requêtes. Preuve que mon monde intérieur était désormais passé à l'heure chinoise.
Cette fascination pour l'art chinois fait partie d'un mouvement plus large dans le Paris des années 20. La ville est un véritable carrefour culturel et l'influence chinoise est omniprésente, de la mode à l'architecture. Le mouvement Art déco, avec son amour pour les formes géométriques et les matériaux de luxe, se prête parfaitement à l'intégration de ces éléments exotiques. À l'époque, les frontières entre l'Orient et l'Occident s'estompent, donnant naissance à un style hybride et riche qui continue aujourd'hui de nous envoûter. Je poursuivis donc ma quête, pour ne pas dire ma métamorphose. Je me rendis d'abord chez Monsieur Lu, un commerçant chinois installé à Paris au début du XXe siècle et qui vendait toutes sortes de merveilles. Son commerce était si florissant que pour accueillir les nombreux chineurs venus découvrir ses chefs-d'œuvre, il avait fait construire une pagode entière sur la plaine Monceau. Ce fut pour moi une sorte de voyage initiatique. Monsieur Lu était un homme secret et élégant. Il me montra ses trésors, des céramiques, des bouddhas, des manuscrits, des meubles précieux. Et je trouvais là des étoffes en soie couvertes de fleurs. J'avais dans l'idée d'en faire une nouvelle robe pour changer de peau, me débarrasser des carcans et des corsets, retrouver la ligne souple de ces grands modistes qui libéraient enfin le corps des femmes, et Paul Poiret en tête. Les années 20 ne sont pas seulement une époque où l'art chinois influence l'Occident. C'est aussi une période de dialogue culturel intense. Alors que les Occidentaux rapportent en Europe l'art et le design chinois, ils introduisent également leur propre style et idées en Chine. Shanghai, avec ses rues animées et son effervescence nocturne, incarne modernité et raffinement. Son architecture, avec ses lignes épurées et ses formes géométriques audacieuses, se fond parfaitement dans le style art déco. Les designers occidentaux qui découvrent la ville sont inspirés par son énergie et son mélange unique d'éléments traditionnels chinois et de design moderne. Cette influence se retrouve chez de nombreux créateurs français de l'époque, comme Cartier ou Van Cleef & Arpels, qui intègrent désormais des motifs et des matériaux chinois dans leur création. Le jour du bal à l'opéra fut une apothéose. Je venais de dire à mon père que je ne voulais pas me marier. J'avais mis quelques gouttes du parfum Nuit de Chine aux notes d'encens et d'épices. Je regardais le spectacle intitulé Le rêve à Coromandel, totalement libéré. Le prince Karam de Kapurthala incarnait Dieu. La princesse de la tour d'Auvergne jouait le rôle d'une prêtresse assise. La comtesse de Montesquieu, une déesse couchée. Le peintre Jean-Gabriel Domergue avait signé les décors. Les costumes étaient de Boulanger et Lewis, de Cherui et Madeleine Vionnet. Et quels costumes! La marquise de Polignac arborait une robe de cellophane, parsemée de paillettes d'argent et d'ornements de cristal. À bien des égards, les années 20 sont une époque d'ouverture, dans tous les sens du terme. Le nécessaire portes impériales n'est pas seulement un bel objet. Il symbolise cet échange culturel sans précédent. Il représente la promesse de nouveaux horizons, de nouvelles idées et manières de voir le monde. Je crois que c'est ce soir-là que j'ai pris la décision de partir un jour découvrir la Chine pour de bon. Et d'ouvrir enfin les portes impériales. Ce que je finis par faire, mais ça c'est une autre histoire. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, interprété par Marina Hans de la Comédie Française. Avec la participation de Xiaojia Wang, historienne de l'art et professeure à l'École des Arts Joailliers. Écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian et produit par Bababam.